Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme de cette année. Toujours dans l'actualité nationale, l'Université de Djibouti a inauguré son nouveau laboratoire de recherche avancée. En nouvelle mondiale à présent, Washington et Israël appellent à fournir des réponses sur les charniers de Gaza. Les détails dans cette édition de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré un séisme mineur de 4,1 d'une magnitude de 4,1 à l'échelle de Richter ce vendredi 26 avril 2024 à 4h45 heure locale dans le golfe du Tadjoura, identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 14,5 km au sud-est de la ville de Tadjoura, à une profondeur de 4,4 km, soit une distance hypocentrale d'environ 15 km par rapport sur la ville de Tadjoura. L'intensité macrosismique dans les zones les plus proches de l'épicentre faible ressenti. Ce séisme a été faiblement ressenti sur Djibouti-Ville et sur Tadjoura. Actualité mentionnée dans les titres, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdillah, a procédé jeudi 26 avril 2024 au lancement officiel des activités de mobilisation communautaire planifiées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme à la polyclinique Farhad. La Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année, est l'occasion de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de l'importance cruciale de la prévention et de la prise en charge de cas du paludisme. Le slogan 2024, 17e édition de cette journée mondiale, accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable, corrobore avec la vision « Un pays sans paludisme » à l'horizon 2030 du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2020-2026. Dans son allocution, le ministre de la Santé a rappelé que la lutte contre le paludisme était l'affaire de tous, à chacun. Il a également précisé qu'à Djibouti, l'incidence de la maladie était en baisse depuis 2021, où elle est passée respectivement de 73,5 cas pour 1000 cas en 2020 et à 38 cas pour 1000 en 2023. Par ailleurs, le représentant de l'OMS, Farhad Hassan Farah, a souligné l'engagement de l'OMS pour accompagner le ministère de la Santé à atteindre les objectifs d'élimination du paludisme à Djibouti. Cette journée a été marquée par la sensibilisation interactive des participants à travers des questions sur la prévention, l'hygiène et les symptômes du paludisme. Soulignons ainsi que cette journée a regroupé, entre autres, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali, le représentant de l'OMS, la directrice des programmes de santé prioritaires et son équipe, ainsi que plusieurs cadres du ministère de la Santé, les femmes leaders de la communauté, l'USAID, l'OIM, etc. Ensuite, nous allons écouter l'intervention du représentant adjoint de l'OMS qui a remercié le ministre de la Santé pour l'organisation de cette cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé a dans son allocution souligné les efforts entrepris par son département pour éradiquer pour un monde plus équitable, et ceci à travers l'équité en matière de santé, l'égalité de genre et droits humains. L'action de l'OMS en matière de lutte contre le paludisme est guidée par la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030, adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé en 2015 et actualisée en 2021. Excellence, le paludisme reste l'une des principales causes de morbidité et de mortalité en Afrique, et Djibouti n'est pas épargné par cette réalité. Chaque année, nos concitoyens et concitoyennes, en particulier les enfants, les femmes enceintes et les hommes, sont touchés par cette maladie évitable et traitable. Le paludisme ne se contente pas de causer de souffrances et de décès, il a également un impact économique et social dévastateur en entravant le développement de nos communautés et en improvisant nos familles. Pourtant, malgré ces défis, nous avons des raisons d'espérer, grâce à des investissements soutenus dans la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme, nous avons réalisé des progrès significatifs au cours des dernières années. Le nombre de cas et décès dus au paludisme a diminué de manière constante à Djibouti, témoignant l'efficacité des interventions mises en place. En effet, à Djibouti l'année dernière, grâce aux efforts du gouvernement djiboutien et du ministère de la Santé en particulier,
soutenue par les partenaires, nous constatons une baisse de 47% du nombre de cas en 2023 par rapport à 2020, et ceci avec une tendance toujours à la baisse. Le ministre de la Santé a, pour sa part, souligné les efforts entrepris par son département pour éradiquer la transmission du paludisme à Djibouti. Le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdillah, a affirmé l'engagement du ministère de la Santé à œuvrer pour stimuler les investissements dans la lutte contre le paludisme, particulièrement dans la mise en point de nouveaux outils pour combattre le paludisme afin de propulser le pays sur la voie qui mène à l'élimination de cette maladie. Enfin, il a demandé à l'ensemble des parties prenantes de continuer à sensibiliser la population pour déclencher un véritable changement. Il est aussi revenu sur les actions à fort impact qui sont la lutte antivectorielle avec la destruction des gîtes larvaires, la pulvérisation intradomiciliaire et la pulvérisation spatiale et aérienne. Suite à la signature de l'accord cadre de partenariat avec son homologue ivoirien le lundi 22 avril 2024, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, a poursuivi ses activités sur le terrain pour explorer les opportunités de coopération concrètes. En compagnie de son Excellence M. Mohamed Bourhan Ali, ambassadeur de Djibouti en Côte d'Ivoire, le ministre Mostafa a effectué une série de visites le mardi 23 avril 2024. Parmi les sites explorés figurait le Fonds de développement de la formation professionnelle, l'Agence nationale de la formation professionnelle et le chantier du garage école d'Albobo et le chantier du lycée technique et professionnel des Bimpé. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de l'alliance renforcée avec la République de Côte d'Ivoire et dans la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de la formation professionnelle de Djibouti. Conformément à cette politique nationale djiboutienne et à la suite de la visite sur le terrain, le ministre du MENFOP, M. Mostafa, envisage d'établir de nouvelles entités spécialisées dans la formation professionnelle pour renforcer le système national. L'agence djiboutienne de formation professionnelle émergera comme le pivot de cette nouvelle architecture. En tant qu'entité maîtresse du système de gouvernement partenarial de la formation professionnelle, la DFOP aura pour mission de coordonner les activités des différentes structures de formation, tant publiques que privées. Le Fonds de développement de la formation professionnelle affilié à la DFOP sera chargé de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de programmes de développement et de formation. Des mécanismes de gestion efficaces des ressources seront élaborés dans les années à venir. Une autre initiative majeure concerne la construction d'un garage d'application dédié à la maintenance automobile en partenariat avec le secteur privé. Un projet qui vise à fournir des services de qualité tout en offrant des opportunités d'insertion professionnelle aux jeunes diplômés de l'enseignement technique et professionnel. En outre, la création d'un centre de ressources au sein du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental qui renforcera les capacités en ingénierie de formation et facilitera la mise à jour des programmes et des méthodologies pédagogiques. Ces initiatives témoignent de l'engagement de Djibouti à renforcer ses capacités dans le domaine de la formation professionnelle en tirant parti des meilleures pratiques internationales et des partenariats régionaux. Elle ouvre la voie à une collaboration fructueuse entre Djibouti et la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. L'Université de Djibouti a lancé officiellement son nouveau laboratoire de recherche avancée de génie civil appelé ARCLAB. Ce laboratoire, inauguré par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Ahmed Mohamed, vient de renforcer la capacité de recherche et de formation scientifique dans le domaine du génie civil à Djibouti. L'événement s'est tenu ce jeudi 25 avril à la faculté de l'ingénierie de l'Université de Djibouti. Une cérémonie qui a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur lui-même, en présence du président de l'université, Dr Jama' Mohamed, les responsables académiques de l'université, mais aussi les représentants des partenaires locaux de l'université. Le laboratoire ARCLAB est équipé des installations et des technologies de dernière génération, offrant ainsi un environnement propice à l'innovation et à la recherche de pointe dans le domaine du génie civil. Il vise à renforcer ainsi la capacité des étudiants et des chercheurs en offrant des opportunités d'apprentissage pratique et de collaboration interdisciplinaire. Au cours de la cérémonie, les invités ont eu l'occasion de couvrir les installations du laboratoire ARCLAB, d'assister à des démonstrations pratiques et de participer à des présentations sur les projets de recherche en cours. Le laboratoire a été financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet Impact du Centre d'excellence africain.
xaflad uu gudoominayay wasiirka tacliinta sare Dr. Nabil Mohamed Ahmed oo xadhiga ka jaray shaybaadhkii amba laboratoirkii loogu talagalay ugu dhiirigelin lahaayeen ay ugu boorin lahaayeen. Voici la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le docteur Nabil. C'est un laboratoire qu'on attendait depuis longtemps. Les professeurs, nous-mêmes et surtout le président de la République qui attachait vraiment une importance à ce que la faculté d'ingénieurs et que nos ingénieurs soient formés au plus haut niveau dans comment mettre en valeur nos ressources au niveau de la République de Djibouti. Et essentiellement, je donne juste l'exemple du pouzzolane, comment on peut utiliser le pouzzolane par exemple dans la construction. Ça, c'est un élément très très important. On est arrivé à concrétiser ça ce matin et l'inauguration de ce matin est à la, je dirais, more than what we expected, plus que ce que nous attendions parce que le laboratoire est entièrement équipé. Je voudrais juste souligner 3 éléments dans les applications de ce laboratoire. D'abord, bien sûr, laboratoire de recherche avancée en construction. D'abord la formation qui est très très importante et je pense que les professeurs peuvent être très satisfaits des équipements qu'il y a parce qu'ils peuvent non seulement passer de la théorie à la pratique avec des équipements ultra modernes et que beaucoup nous envient aujourd'hui. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est la recherche et l'innovation. Comment à partir donc de ces outils on peut innover, on peut faire de recherche sur nos ressources en République de Djibouti. Le troisième élément, c'est l'industrialisation. Comment arriver à valoriser tous ces équipements et à valoriser nos ressources. Et je pense que là, je voudrais saluer la présence de la directrice du laboratoire LCBE, Madame Rahima, qui est toujours notre très fort soutien. Et la collaboration qui est déjà entamée entre son laboratoire et le laboratoire qu'on vient d'inaugurer. Et je voudrais vraiment, c'est un appel que je fais à tout le privé de s'engager dans ce partenariat parce que nous ne voulons pas travailler uniquement intramuros. Je pense que le savoir doit quitter les laboratoires pour aller vers les gens qui l'utilisent. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant. Son Excellence, M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, effectue une mission de travail au Royaume du Maroc du 21 au 27 avril 2024, accompagné d'une forte délégation. Ces délégations qui comprenaient notamment Son Excellence M. Mohamed Dohor Hersi, ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, ainsi que divers hauts responsables et cadres, tels que le conseiller en communication du ministre, la directrice générale de la CNSS, le directeur général adjoint administratif de la CNSS, le directeur général de l'ANEFIP, la directrice du travail, le directeur général de l'INAP, le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration et des cadres de la CNSS. Le début de la visite a été marqué par une rencontre à l'ENA du Maroc, à Rabat, où la délégation a été chaleureusement accueillie par la directrice générale, Mme Nada Biaz. À cette occasion, un mémorandum d'entente a été signé entre l'INA du Maroc et l'INAP, établissant un partenariat stratégique visant à favoriser les échanges et la coopération dans le domaine de la formation des agents de l'État, ainsi que l'échange d'expériences. Ensuite, le ministre a effectué une visite de courtoisie à la ministre déléguée auprès du gouvernement chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, le Dr Rita Mezour. Les discussions ont porté sur les stratégies visant à valoriser les ressources humaines, simplifier les procédures administratives et promouvoir les initiatives de transformation de l'administration. La première étape de la visite s'est conclue par une rencontre avec son Excellence M. Younes Sekouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Les deux parties ont salué l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et ont appelé à dynamiser le protocole de partenariat entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti dans le domaine de l'emploi. La journée s'est achevée par une visite à l'ANAPEC du Maroc. On écoute à présent M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Nous avons beaucoup de choses à explorer, surtout dans le domaine de la mobilité internationale, de l'emploi, de l'insertion des jeunes. Nous avons une coopération de plus de 2 décennies avec le Royaume du Maroc.
Donc, en ce qui me concerne, nous avons eu par le passé une coopération. C'était pour répondre aux défis actuels aujourd'hui. Nous voulons retoiletter la coopération qui était déjà existante entre le ministère de l'Emploi et le ministère du Travail de Djibouti. C'était la thématique la plus attendue de ce colloque qui était à Gadilé. Ce deuxième jour a été un tourbillon de discussions passionnées et de réflexions audacieuses sur un sujet souvent tabou, la lutte contre la corruption. Les participants ont été immergés dans un panel d'experts déterminés à dévoiler les mécanismes de prévention et éradiquer la corruption dans les marchés publics. L'analyse des risques a ouvert les hostilités, pointant du doigt les vulnérabilités et les secteurs à haut risque. Avec une énergie contagieuse, les mécanismes de prévention ont été dévoilés, mettant en lumière les pratiques exemplaires en matière de gouvernance et de conformité. Mais ce sont les études de cas réels qui ont captivé l'audience, révélant les conséquences désastreuses de la corruption sur les marchés publics. Chaque exemple a servi de leçon, stimulant les discussions sur les actions à entreprendre pour lutter contre ce fléau. Le débat s'est ensuite enflammé autour des stratégies de lutte contre la corruption, en mettant en avant le rôle essentiel de la Commission nationale et indépendante de prévention et lutte contre la corruption. Les défis ont été abordés sans détour, ouvrant la voie à des solutions innovantes. Les acteurs publics, privés et de la société civile ont été au cœur des discussions avec un appel vibrant à la promotion de la transparence et de l'intégrité. Les initiatives de partenariat public-privé ont été saluées comme des outils puissants pour renforcer la coopération dans la lutte contre la corruption. Enfin, l'urgence de renforcer les capacités de la sensibilisation à l'intégrité et à la gouvernance transparente a été martelée avec une exhortation à adapter les meilleures pratiques internationales. Cet événement a été bien plus qu'une simple réunion. Il a été un catalyseur de changement démontrant la volonté inébranlable des acteurs sénégalais de briser le tabou de la corruption et de promouvoir une gouvernance intègre et transparente dans les marchés publics. On écoute un extrait de la réaction de M. Ali Zilaï. Vous a été donné donc aujourd'hui l'opportunité d'expliquer les multiples facettes de la corruption et en même temps aussi exposer à tous les participants et à l'auditoire quelles sont les nouvelles mesures préventives et les mesures répressives qui ont été introduites par la nouvelle loi consacrée donc à la prévention et à la lutte contre la corruption. Nous avons donc pu donner beaucoup d'éléments en termes de vulgarisation de cette loi et expliquer à l'audience notre plan d'action, et notre stratégie et également aussi notre plan d'action pour les mois à venir. Et vous savez, la corruption, lutter contre la corruption n'est pas une mince affaire. C'est tout un travail de conception, c'est tout un travail d'approche, de sensibilisation, afin que toute la communauté, que ce soit la société civile, que ce soit le secteur privé et le secteur public, puissent comprendre que la corruption est un fléau qui fait perdre à l'État et à l'administration publique beaucoup de moyens et savoir également aussi, parce que certaines personnes, certains comportements ne pensent pas qu'ils tombent sous les jougs de la répression de la corruption et c'est la raison pour laquelle il nous a paru opportun et judicieux d'expliquer en long et en large ce que c'est la corruption et ses multiples facettes. Le deuxième jour de ce colloque sur la commande publique qui s'est tenu au prestigieux Gadilé Resort a été marqué par un appel dynamique axé sur l'intégration des personnes à besoins spéciaux dans le processus d'approvisionnement public. Ce fut l'un des panels les plus attendus. Cet événement a attiré l'attention sur une question cruciale, souvent négligée dans les politiques publiques, l'inclusion des personnes handicapées. L'introduction du panel a souligné l'importance fondamentale de cette thématique et a mis en lumière les défis rencontrés dans l'intégration du handicap dans les processus de commande publique. Les discussions ont été nourries par une exploration approfondie des concepts clés tels que l'inclusion, l'accessibilité et la diversité, ainsi qu'une revue des normes nationales et internationales en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. Une analyse critique des pratiques actuelles en matière de commande publique liées au handicap a été présentée, mettant en évidence les défis rencontrés par les acteurs
acteurs publics dans l'intégration d'une approche inclusive. Toutefois, des opportunités prometteuses ont été également identifiées, notamment la possibilité d'introduire la discrimination positive en faveur des entreprises sensibles à l'emploi des personnes handicapées dans les critères de sélection des marchés publics. Une proposition innovante a été avancée lors de ce panel, la création d'un label Amis du handicap pour les entreprises inclusives, offrant un avantage dans la sélection pour bénéficier de la commande publique à coût égal. Cette initiative vise à encourager l'engagement des entreprises en faveur de l'inclusion et à favoriser une approche plus inclusive dans les marchés publics. Les discussions ont également mis en lumière le rôle crucial des acteurs publics dans l'incorporation des normes d'accessibilité dans les critères de sélection de projets de construction, ainsi que les orientations et recommandations pour renforcer la discrimination positive dans les marchés publics sans impact financier négatif. Il convient de souligner que cet événement à Gadilé a été une étape importante vers une commande publique plus inclusive et équitable, démontrant l'engagement des acteurs à promouvoir une société où chacun a sa place. Nous allons écouter à présent une réaction auprès d'un participant à cette occasion. Au cours de ce deuxième jour des colloques régionaux sur la commande publique comme outil de développement, deux panels. Un panel consacré à la question de la lutte contre la corruption et la commande publique et un panel sur l'inclusion des personnes handicapées dans la commande publique. Qu'est-ce que la commande publique ? Comment peut-on utiliser la commande publique comme un levier pour plus d'inclusivité dans l'insertion dans le milieu du travail? Nous, au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons proposé une série de mesures comme les marchés réservés et surtout favoriser les entreprises qui font appel à des travailleurs handicapés à un certain seuil. Les faits de transformer aussi et d'adapter les lieux de travail, renforcer l'accès et prendre des mesures qui peuvent faire effet boule de neige, c'est-à-dire inviter toutes les entreprises, prestataires et sous-traitants à respecter les clauses sociales comme la responsabilité sociale de l'entreprise, les familles RSE. Le secrétaire général du gouvernement, M. Almessa, a prononcé un discours invoquant les moments forts de ce colloque mémorial pour clôturer ce colloque. Nous avons, durant ces 2 journées, discuté et approfondi les discussions sur des thématiques qui ont été, je crois, fortement appréciées par l'ensemble des participants. La passion que j'ai pu voir, mais aussi la qualité de l'expertise présente ont transformé ce forum, ce colloque, et ont, je dois l'avouer, dépassé nos attentes. Nous avons pu voir une expertise djiboutienne forte, rivalisée, voire souvent dépasser l'expertise internationale. Et la qualité des échanges qui ont eu lieu ont montré le degré de maturité de nos participants. Nous avons pu voir une jeunesse djiboutienne qui parfois nous a bluffé, une jeunesse engagée et qui était disposée à relever de nombreux défis. De nombreux jeunes qui sont issus de nos institutions ont ainsi aujourd'hui pu se rencontrer. Ils ont pu échanger, s'apprécier, se jauger. Et le plus important, ils ont pu partager des expériences mutuelles. Ces échanges riches et révélateurs nous ont permis de concrétiser les attentes que nous avions lors de la conception de ce colloque régional. Et pour cela, je suis profondément fier. Donc, nous avons discuté de plusieurs thématiques. Nous avons discuté de thématiques comme la corruption, qui est un sujet souvent tabou et qui a été abordé aujourd'hui sans complexe. Nous avons discuté de l'innovation dans la commande publique, qui a été là aussi un autre domaine phare de nos discussions. Et nous avons exploré comment la technologie, la numérisation, l'inclusion financière, mais aussi les fintech pouvaient transformer nos pratiques d'achat et favoriser l'inclusion sociale afin de stimuler la croissance. Le programme Jeep Talent se poursuit avec succès
Hier soir, jeudi, place aux 8 candidats de la deuxième soirée du huitième de finale de la compétition qui se sont affrontés avec professionnalisme dans un esprit de bonne camaraderie. Force est de constater que tout le monde était au rendez-vous. La jeunesse attendait avec impatience cette deuxième soirée du huitième de finale de Jeep Talent qui beaucoup de participants ont débarqué à la RTD avant même les 8 candidats en lice. C'est dans ce ambiance électrique, dans le studio numérique de la RTD, avec un public effervescent qui manifestait un tel engouement particulier que la deuxième soirée musicale compétitive de Jeep Talent s'est déroulée. Après des belles prestations des 8 candidats, les moments forts de la soirée avec la proclamation des résultats par les huissiers qui est appelé au podium pour acclamer les gagnants de cette deuxième soirée compétitive du huitième finale de Jeep Talent. Par ailleurs, nous avons pour la langue phare Fatouma Mohamed qui a remporté la première place avec une note de 5,85 sur 20 et la seconde place était revenue pour M. Saïd Ali, 15,5 sur 20. Pour la langue somali, la formidable chanteuse Derra Ali qui a remporté la première place avec une note de 16,09 sur 20 et la seconde place est revenue à M. Saïd avec une note de 14 sur 20. Voici les gagnants
de la deuxième soirée du 8e de finale du concours Jeep Talent 2023-2024. Première gagnante, Fatma Mohamed. Deuxième gagnant, M. Saïd Ali. Avec 15,57 sur 20. Première gagnante, Dera. Avec 16,09 sur 20. Deuxième gagnant, Sabdir Wahid. Avec 14,40 sur 20. Jeep Talent, le programme phare suivi à travers une projection dans toutes les CDC de la capitale et dans les régions de l'intérieur. Ce programme qui a débuté le 10 septembre 2023 comme un farewell de l'année 2023 écoulée. Comme vous le savez, la RTD vous présente chaque jeudi soir un spectacle musical organisé et suivi direct à l'antenne nationale pour toute la population djiboutienne. Depuis son lancement le 10 septembre, les Djiboutiens et Djiboutiennes sont passionnés pour les tribulations artistico-médiatiques des jeunes artistes et les prestations à couper le souffle des candidats à travers une vidéoprojection en ligne sur un écran géant depuis les CDC. Il a noté que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a joué un rôle crucial dans la sensibilisation et la mobilisation, mais aussi l'invitation des jeunes à ce programme à travers des projections dans toutes les maisons des jeunes, communément appelées les centres de développement communautaire. Les gagnants et gagnantes ont unanimement remercié le vaste public qui les a soutenus à travers les SMS, l'équipe de la RTD pour sa forte mobilisation et la couverture médiatique, les deux animatrices des deux langues locales qui sont là chaque jeudi à rendre encore plus belle cette émission Jeep Talent, ainsi que les musiciens qui les ont aidés à travers des séances de répétition et d'entraînement avec le concours. Autre actualité de ce journal, l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, connue dans son acronyme ARMD, a clôturé un atelier de formation sur la régulation économique en collaboration avec ses partenaires du secteur des télécommunications. L'événement s'est déroulé à l'hôtel Sheraton Djibouti du 22 au 24 avril 2024. Un atelier qui vise à fournir aux participants les outils et les connaissances nécessaires pour promouvoir un environnement réglementaire efficace et équitable dans le secteur des télécommunications, crucial pour l'économie djiboutienne. Ces stratégies visent aussi notamment à diversifier l'économie nationale en ouvrant les secteurs publics, autrefois chasse-garde de l'État, à la concurrence pour diversifier et améliorer l'offre. La mission de l'ARMD consiste dès lors à jouer le rôle d'arbitre sur le marché en encourageant une concurrence saine et loyale. Les participants avaient l'occasion d'approfondir leur compréhension des principes fondamentaux de la régulation économique, d'explorer les meilleures pratiques internationales et de discuter des défis spécifiques rencontrés dans le contexte local. L'autorité, l'ARMD, a pour mission d'appliquer les textes régissent les secteurs régulés en toute objectivité, transparence et non-discrimination en assurant la conformité et la qualité des services offerts par les opérations dans les secteurs réguliers. Et donc, tout au long de ces 4 jours, vous avez reçu cette formation sur les enjeux et les principes de la régulation économique, évaluation des politiques. C'est vous, cadre de l'autorité de régulation, cadre de Jeep Telecom, qui allait, comment dirais-je, relever les défis auxquels nous ferons face certainement. Et donc, l'essentiel, c'était que nos intervenants qui nous donnent les outils nécessaires pour faire face aux défis qui, certainement, viendront. Et donc, d'après les échos que j'ai eus, vous avez beaucoup débattu. Voilà, donc, je vous salue et vous dis au revoir. Sous l'égide du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti,
financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'AIMF. L'étape de Balbala s'est déroulée le mercredi 24 avril. Cette étape a été dirigée par le président de la commune de Balbala, accompagné par ses homologues, le président du conseil régional de Bork et le Dédéquil et le sous-préfet du 5e arrondissement, ainsi que l'équipe du projet de l'AIMF et la représentante du ministère de la décentralisation. La réunion a rassemblé une cinquantaine de participants, incluant les élus locaux, les sages de la commune, des représentants des services déconcentrés, mais aussi les leaders associatifs locaux et représentants des OSC locaux. L'atelier a été animé par le secrétaire général de l'ANCLD, M. Ali Roufa. Cette mobilisation remarquable a permis de diffuser efficacement des messages essentiels sur la gestion des collectivités locales et de renforcer des liens entre les acteurs régionaux. La caravane de l'ANCLD a également offert des sessions de sensibilisation et des dialogues mettant en lumière les défis de la décentralisation en promouvant les bonnes pratiques de gouvernance locale tout en encourageant l'engagement citoyen pour un développement régional et communal. L'enthousiasme des participants et l'accueil chaleureux de la population ont contribué au succès indéniable de cette initiative. L'ANCLD reste résolument engagée à soutenir les conseils régionaux et communaux dans leur quête d'un développement local durable et inclusif. Ce jour, le 25 avril 2024, l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, connue dans son acronyme EI3PJ, a abrité une cérémonie de clôture de 2 formations. La première au profit des commandants des brigades de la gendarmerie nationale, qui s'est tenue du 15 au 25 avril 2024. La seconde formation a été destinée à l'endroit des policiers, gendarmes, agents de garde et de la sécurité nationale sur la fraude documentaire et a eu lieu du 21 au 25 avril 2024. On prit part à cette cérémonie présidée par le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad, commandant de l'I3PJ, l'attaché de la sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France, le colonel Le Goff, ainsi que plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Cette formation dispensée par 2 experts de la gendarmerie française, notamment du Centre national de formation à la sécurité publique, consiste à renforcer les acquis en planification opérationnelle, en gestion administrative du personnel de l'unité et de ses ressources, ainsi que sur l'accueil et la prise en charge des victimes des faits criminels. Et vise également à rappeler les stagiaires de principe du règlement militaire régissant la gendarmerie et du jumelé avec les activités de la sécurité publique dans lesquelles œuvrent les brigades de façon quotidienne. Pour la formation sur la fraude documentaire, elle a été dispensée par les instructeurs de l'I3PJ et était axée sur les techniques d'exploitation, de détection et d'analyse des documents sécurisés. Les critères de sécurité et les techniques employées par les fraudeurs ainsi que le protocole d'analyse des documents contrefaits ou falsifiés ont été au cœur de ces 5 jours de formation intense. De cette opportunité et nous espérons que cela ouvrira la voie à de futures formations de ce genre. Enfin, je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Son souci constant de former son personnel pour atteindre l'excellence est une source d'inspiration pour nous tous. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité qui nous a été offerte de participer à cette formation et nous sommes déterminés à mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus. On écoute à présent l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France, le colonel Le Goff. C'est pour moi un exemple parfait de ce que nous pouvons aujourd'hui produire en termes de formation, parce que c'est une formation interne à l'EI3PJ, parce qu'elle a été réalisée avec l'implication des cadres et des formateurs de l'école, et parce que finalement, avec les coopérants insérés au sein de cette école, eh bien, nous avons réussi à construire une formation adaptée et qui permet de délivrer une formation de grande qualité à la gendarmerie et aux autres partenaires. Donc c'est pour moi vraiment l'exemple parfait de ce qu'on peut aujourd'hui faire grâce à cette très belle école qui est le I3PJ et grâce à l'implication des formateurs gendarmes djiboutiens que nous avons formés et de l'implication de nos coopérants que je remercie très sincèrement. La deuxième, et là c'est un plaisir encore une fois non dissimulé et je le souligne, d'avoir sous les yeux la totalité des commandants de brigade de la gendarmerie nationale. C'est vraiment une satisfaction immense pour moi, pour le colonel Damerval, qui est le conseiller technique du chef d'état-major de la gendarmerie. Et je voudrais souligner que c'est le colonel Zakaria lui-même qui nous avait vraiment incité à pouvoir
réaliser cette formation destinée aux gradés commandants d'unité, parce que la première des qualités d'un chef, c'est de savoir manager ses équipes, de savoir exercer son autorité dans de bonnes conditions. Et je crois savoir, en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a rapporté, que ces 15 jours de formation ont été particulièrement utiles et appréciés. Dans son discours, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad, commandant de l'IE3PJ, a félicité les stagiaires pour avoir suivi avec intérêt leurs formations respectives. La gendarmerie nationale est une vieille institution dont l'émaillage de leurs compétences territoriales sont très ancrés dans le tissu social. Et de l'autre, vous savez pertinemment que vos missions judiciaires ou administratives, à 70% au profit de la population civile. Donc, vous êtes considérés, au regard du haut commandement de la gendarmerie nationale, des managers en termes de ressources humaines, parce que vous êtes amenés à gérer du personnel au sein de votre brigade, mais aussi dans la répartition de vos circonscriptions. Bon, nouvelle internationale à présent. Les États-Unis ont appelé Israël à fournir des réponses concernant les charniers découverts dans la bande de Gaza. Récupérer environ 283 corps de personnes tuées et enterrées par les forces israéliennes dans le complexe médical Nasser de la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza. Cela a été précédé par la découverte de dizaines de corps dans des fosses communes après que l'armée israélienne a quitté le complexe médical Shifa dans la ville de Gaza et l'hôpital Kamal Adwan au nord de l'enclave. Israël insiste pour envahir Rafah malgré les mises en garde internationales de plus en plus nombreuses contre des répercussions catastrophiques compte tenu de la présence de quelques 1,4 million de personnes déplacées dans cette ville. Israël mène une guerre dévastatrice contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre, faisant des dizaines de milliers de morts et de blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants, et provoquant une famine et des destructions massives selon les autorités palestiniennes et les données de l'ONU. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.